Le 13 janvier 1963 naissait Peter Gerard Scully à Melbourne, une ville australienne. Son enfance reste enveloppée de mystères, mais il aurait été élevé dans la foi catholique par des parents écossais et irlandais stricts. Au fil des années, Peter est devenu un promoteur immobilier prospère, accumulant une grande richesse. Au milieu des années 2000, il vivait dans une maison de 4 chambres en banlieue de Melbourne avec sa femme et leurs 2 enfants. Il avait une vie que presque tout le monde enviait, mais un jour, son monde entier commença à s'effondrer. En 2011, Peter et ses partenaires ont été contraints de déclarer faillite après l'échec complet de leur projet de développement. Très peu de travaux ont été réalisés sur le chantier lui-même. Malgré des allégations selon lesquelles les 2,6 millions de dollars d'un fonds d'investissement avaient été entièrement investis dans le projet, il a été poursuivi en justice par les investisseurs mécontents. Peter prétendait pouvoir gérer légalement les pertes, mais en réalité, il préparait déjà sa fuite du pays. Pendant des années, il a escroqué l'argent des investisseurs, opérant ce qui ressemblait à une pyramide de Ponzi bien dissimulée. Lorsque la légalité de ses actions a été remise en question, il avait déjà quitté l'Australie avec un faux passeport, se forgeant une nouvelle identité dans la capitale des Philippines, Manille. Une fois anonyme à Manille, sachant que la police philippine le chercherait en premier, Peter a voyagé sur terre et mer jusqu'à Mindanao, la plus méridionale des îles Philippines. C'est là qu'il a recommencé sa vie. Cependant, sa soif de luxe a rapidement épuisé ses ressources économisées, l'obligeant à recourir à des moyens illégaux pour gagner sa vie. Peter avait besoin d'un moyen de gagner sa vie, mais il ne pouvait pas le faire légalement, car cela révélerait presque certainement sa localisation aux autorités. Il n'avait évidemment pas peur d'opérer en dehors des contraintes légales, mais avec sa réputation et le peu d'avoir qui lui restait, il n'avait aucun moyen d'obtenir un investissement fiable. Peter avait besoin d'argent, de beaucoup et rapidement. Il s'est donc tourné vers le plus sombre et le plus dépravé de tous les marchés en ligne, l'exploitation des enfants. Aidé par 2 femmes philippines nommées Karma Alvarez et Lio Margaro Castana. Ensemble, ils ont créé l'un des pires sites d'exploitation d'enfants de l'histoire contemporaine. Il aurait envoyé Alvarez et Casta dans certaines des villes et villages les plus pauvres de Minda, promettant une généreuse compensation financière aux parents de tout enfant disposé à les confier aux fins d'une séance photo. Les enfants ont ensuite été ramenés quelques jours plus tard, visiblement secoués, mais avec d'importantes liasses de billets avec eux. Les enfants n'ont jamais parlé des épreuves auxquelles ils ont été confrontés aux mains de Peter et de ses soi-disant petites amies, et ceux qui l'ont fait ont été mis sous silence ou ignorés. Les abus cruels qui ont eu lieu lors des séances photos de Peter ont été enregistrés, avant que les vidéos ne soient téléchargées sur un forum de messagerie du dark web qu'il a créé et nommé No Limits Fun. La vidéo la plus célèbre, intitulée Daisy's Destruction, montrait l'abus odieux de 3 jeunes filles philippines mineures. Un simple aperçu était téléchargé sur la page web, tandis que Peter offrait aux visiteurs l'enregistrement complet et non édité pour environ 10 000 $ américains. L'un des agresseurs les plus actifs de la bande est Liesl Margallo, 19 ans, qui a elle-même été victime de trafic au même âge que les enfants dont elle a fini par abuser. Pendant des années, Peter et ses complices ont continué à exploiter et abuser d'enfants. Cependant, en 2015, Karma Alvarez a eu des remords. Selon Karma, la méthode de Peter était simple. Il trompait un parent pour qu'il lui donne son enfant, enregistrait son exploitation, puis le rendait avec de l'argent. Mais même si cela s'était avéré trop lourd pour sa conscience, elle a apparemment fait pression sur lui pour qu'il augmente la tranche d'âge, pour ainsi dire, et qu'il fasse boire de l'alcool aux filles afin qu'elles ne souffrent pas autant pendant les abus. Peter semble avoir accepté l'idée puisqu'en 2015, il a également convaincu des adolescentes de revenir chez lui en leur promettant de la nourriture et de l'alcool. Au début, les filles sont venues volontairement, mais lorsqu'il est devenu clair que Peter avait l'intention de les maltraiter et de les filmer, elles ont tenté de s'échapper. Peter et son photographe, dont l'identité reste floue,
ont rattrapé les filles qui fuyaient avant de les battre brutalement et de les traîner jusqu'au sous-sol de la maison. Là, chaque fille était obligée de creuser sa propre tombe. Avant que Peter n'annonce qu'elle devait être enterrée vivante, les filles ont supplié et plaidé pour leur vie, jurant sur tout ce qui leur était le plus cher qu'elles ne parleraient jamais de ce qui s'était passé cette nuit-là. Ce n'est qu'à ce moment-là que Peter envisagea de les laisser partir, assuré que la peur scellerait à jamais leurs lèvres. Mais avant cela, il a décidé de les garder quelques jours de plus, juste pour être sûr d'avoir clairement exprimé son point de vue. C'est durant cette période de captivité que les filles furent découvertes enchaînées dans la cave par Karma Alvarez. Horrifiée par ce que Peter a fait, elle a attendu que Peter quitte la maison, puis a libéré les filles de leurs attaches et leur a permis de s'échapper. Elle s'est ensuite rendue au poste de police le plus proche et a raconté toute la sombre histoire à 2 policiers foudroyés par ce qu'ils entendaient. Pour localiser et infiltrer le réseau d'exploitation du dark web de Peter, la police philippine a fait appel à l'équipe nationale néerlandaise d'exploitation des enfants. Les barrières internationales dans cette enquête ont disparu très rapidement, a constaté le détective néerlandais Fared El Hamoudi. Tout le monde voulait la même chose, mettre les responsables derrière les barreaux. Les pirates informatiques officiels n'ont fait qu'une bouchée des défenses numériques du site web. C'était une avancée bienvenue, mais ce qu'ils ont découvert était tout simplement traumatisant. Le site web de Peter représentait l'une des plus grandes collections d'images d'exploitation que la police ait jamais trouvées, avec des centaines de milliers d'images représentant des milliers et des milliers de victimes potentielles. Les propres contributions de Peter n'étaient que la pointe de l'iceberg. Mais ce que la police a trouvé le plus inquiétant, c'est la simple demande de nouveaux contenus. Le nombre exact de ventes réalisées par Peter n'a jamais été rendu public. Mais les millions de dollars de crypto-monnaies saisies dans son portefeuille numérique nous donnent une idée du volume considérable. Quand est venu le moment d'arrêter Peter, un réseau international a veillé à ce qu'il ne puisse s'échapper par les territoires environnants des Philippines. La police a finalement retrouvé Peter à Malebale où il a été arrêté le 20 février 2015. Son arrestation et sa condamnation éventuelle ont conduit à l'appréhension d'un autre prédateur australien de 22 ans, Matthew Graham. Utilisant le pseudonyme de Lux, Graham dirigeait un certain nombre de sites qu'il appelait des sites hardcore sur le dark web. Ces sites se sont spécialisés dans la diffusion de vidéos d'exploitation d'enfants particulièrement violentes. Et lors de son procès, Graham a dégoûté les personnes présentes en affirmant qu'il avait agi au nom de la liberté. Lors de son propre procès, Peter Scully a fait face à un total de 75 accusations criminelles, la plupart liées au trafic et à l'exploitation d'enfants. Il a été jugé avec 2 autres hommes, un Brésilien nommé Ano Caetano de Oliveira et un Allemand nommé Christian Rusch qui aurait joué un rôle important dans l'enregistrement et la diffusion des crimes de Peter. Des sections de la vidéo ont été montrées au jury, qui a ensuite décrit comment la jeune fille avait été suspendue la tête en bas pendant les abus. Il convient de noter que les images étaient si graphiques que plusieurs membres du jury ont demandé des conseils psychologiques à la suite du procès, tandis que les procureurs ont admis avoir été traumatisés à la fin du procès. C'était la chose la plus dévastatrice que j'ai jamais vue, a déclaré Ruby Malog. J'ai pleuré quand je les regardais. En fait, j'ai envie de pleurer à l'instant en parlant. C'était difficile de croire ce que je voyais, et difficile de croire que quelqu'un puisse faire ces choses à des enfants. L'une des plus hautes personnalités du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime qualifie cette affaire de chose la plus horrible à laquelle elle ait jamais eu à faire face. Les crimes de Peter étaient si graves que le gouvernement philippin a flirté avec l'idée de réintroduire la peine de mort qui avait déjà été abolie moins de 10 ans auparavant. Le procureur en chef, Jamie Oumpa, aurait déclaré « Si j'avais le choix, ce serait la mort pour Scully. Je veux que cela se produise. Nous devons envoyer un message fort aux autres, à savoir que s'ils viennent aux Philippines et torturent et maltraitent les enfants de cette manière, ils feront l'objet d'une enquête avec toute la force de la loi et seront exécutés. » À un moment donné au cours du procès, Peter Scully a semblé rire et plaisanter avec ses confidents. Mais lorsqu'il a été reconnu coupable d'un chef d'accusation de trafic d'êtres humains et de 5 chefs d'accusation de viol sur des mineurs, il n'a pas vu le côté drôle. Les 6 chefs d'accusation étaient suffisants pour garantir une peine d'emprisonnement à perpétuité, mais tous les crimes de Peter n'ont pas été pris en compte. En novembre 2022, Peter a reçu une 2e condamnation.
et a été condamné à 129 ans de prison supplémentaire, tandis que son complice le plus repentant, Karma, a été condamné à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Lazo Mariao Castagna a été condamné à 126 ans de prison pour avoir participé activement à ce trafic. Deux autres complices, Alexander Lao et Maria Dortiaccia, qui auraient joué un rôle moindre dans le réseau d'exploitation, ont été condamnés à 9 ans de prison. Depuis son emprisonnement, Peter se plaint des conditions de détention dans lesquelles il est détenu, affirmant que la surpopulation et la sous-alimentation ont entraîné une détérioration rapide de sa santé. Le gardien de prison Ferdinand Pontillo a déclaré aux médias qu'il souhaitait se faire dorloter avec de la nourriture de luxe et un téléphone portable pour pouvoir passer des appels internationaux. Il veut les mêmes conditions que celles qui existent dans des prisons australiennes, mais nous ne sommes pas en Australie. Peter a refusé de commenter les allégations, mais il va de soi que sa maison est toujours surpeuplée. La prison a été construite pour accueillir pas plus de 350 prisonniers, mais en novembre 2022, elle en hébergeait près de 2000. Il est difficile de ressentir de la sympathie pour un homme qui a fait preuve d'un manque de pitié ou d'empathie aussi méprisable envers ceux dont il a réussi à détruire la vie pour son propre gain financier pervers. Mais l'aspect le plus terrifiant du cas de Peter est peut-être que son emprisonnement n'a pratiquement pas entamé les efforts en cours pour débarrasser le monde de l'exploitation des enfants. Il y a beaucoup plus de monstres comme Peter qui se cachent dans les coins les plus sombres et les plus interdits du dark web, dédiés à la propagation de la saleté la plus odieuse et impardonnable connue de l'homme. La seule certitude dans cet univers inquiétant est que pour chaque sombre prédateur du dark web, il existe une douzaine d'agents chargés de l'application des lois, tout aussi dévoués, qui ne veulent rien d'autre que les appréhender. Il y a quelques années, lorsque j'étais au lycée, j'avais l'habitude de passer du temps avec certains de mes amis. Et un jour, la conversation a pris un tournant inhabituel. Georges, l'un de mes amis, a commencé à parler du Deep Web. Il avait déjà exploré cette partie obscure d'Internet et partagé des histoires intrigantes. Nous avons discuté du Deep Web tout au long de la pause déjeuner à l'école et ma curiosité a été piquée. J'ai décidé de tenter l'expérience plus tard dans la journée dès mon retour à la maison. Une fois à la maison, ma curiosité m'a poussé à explorer le Deep Web rapidement. J'ai contacté Georges pour obtenir des conseils sur le navigateur à utiliser et les étapes à suivre. Après avoir suivi ses instructions, j'ai réussi à accéder à cette mystérieuse partie d'Internet. J'ai commencé ma recherche en visitant mon premier site du Deep Web. C'était une page entièrement en noir avec une petite icône dans le coin supérieur gauche. Lorsque j'ai cliqué dessus, j'ai été redirigé vers une page remplie d'images dépourvues de tout contexte. Certaines représentaient des animaux tels qu'un poisson ou un ours, tandis que d'autres montraient des objets aléatoires. Intrigué, j'ai cliqué sur l'image du poisson, et la page a commencé à se charger. Cela a pris un certain temps, peut-être une trentaine de secondes, avant que la page ne se charge complètement. À ma grande surprise, mon propre visage est apparu à l'écran, provenant de ma webcam. Dans la panique, j'ai rapidement couvert l'écran avec une couverture de mon lit et l'image de ma webcam s'est éteinte. Cependant, une nouvelle série de textes a commencé à apparaître sur l'écran. Au départ, il affichait simplement mon nom, mais, rapidement, il a continué à écrire mon nom complet, y compris mon prénom, deuxième prénom et nom de famille. Cela m'a terrifié. Pire encore, d'autres informations personnelles ont commencé à apparaître. L'école que j'ai fréquentée, mon numéro de téléphone et même la ville où je vivais. Pris de panique, j'ai essayé de fermer la page, mais mes tentatives ont échoué. Ma souris était bloquée et même en appuyant plusieurs fois sur CTRL Alt Supr, rien ne s'est produit. J'ai tenté désespérément d'appuyer sur des touches aléatoires sur mon clavier. J'ai également essayé d'éteindre mon écran, mais sans succès. Ensuite, j'ai enfoncé le bouton d'allumage de mon ordinateur, toujours sans résultat. Finalement, j'ai dû débrancher la source d'alimentation qui était connectée à une rallonge murale pour tout éteindre. Tout était éteint à ce moment précis. Après avoir repris mes esprits, j'ai rebranché mon ordinateur pour supprimer le navigateur. Heureusement,
J'avais prévu d'acheter un nouvel ordinateur depuis un moment et j'ai pu en obtenir un peu plus tard. Cette expérience avec le Deep Web restera gravée dans ma mémoire à jamais. Je fréquentais assidûment le Deep Web, fasciné par l'informatique depuis toujours. De temps à autre, mes amis et moi nous aventurons dans ce monde obscur, animés par une curiosité insatiable. Un jour, solitaire dans un salon de discussion du Deep Web, je m'amusais à observer les échanges animés qui s'y déroulaient. J'intervenais parfois, bien que je préférais souvent rester en retrait. Lors de l'une de ces sessions, un utilisateur du chat m'a interpellé. Ce qui avait débuté comme une conversation anodine a rapidement dégénéré en un échange tendu. L'autre utilisateur a proféré des menaces à mon encontre. Et bien que j'ai initialement réagi avec sang-froid, ses propos se sont rapidement faits plus hostiles. À ce moment-là, je me suis senti mal à l'aise et j'ai pris la décision de me déconnecter, mettant fin à la conversation. Environ 10 minutes plus tard, j'ai reçu un message sur mon téléphone, provenant d'un numéro inconnu. Le message disait « Pourquoi es-tu parti ?» Bien que cela m'ait effrayé, je savais qu'il y avait de talentueux hackers sur le Deep Web, donc je n'étais pas totalement surpris. J'ai choisi d'ignorer le message et d'espérer que la situation se calme. Je me suis persuadé que c'était probablement une tentative d'intimidation, bien que j'ai ressenti une légère anxiété. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois encore avec un numéro inconnu. J'ai décroché, mais il n'y avait qu'une respiration à l'autre bout du fil. Alors, j'ai rapidement raccroché. Puis, quelques minutes plus tard, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai remarqué une voiture stationnée devant ma maison. J'ai essayé de voir qui était à l'intérieur, mais la nuit tombait et l'angle ne me permettait pas de distinguer grand-chose. J'ai gardé un œil sur la voiture pendant des heures, mais elle n'a pas bougé. Finalement, j'ai tenté de dormir en sécurisant ma maison. Après avoir minutieusement vérifié toutes les serrures et couvert les fenêtres, j'ai fini par m'endormir. Cela m'a pris du temps, mais au final, j'ai réussi à m'endormir. Le lendemain matin, j'ai été soulagé de constater que la voiture avait disparu. Cependant, lorsque j'ai allumé mon ordinateur, j'ai été choqué de découvrir plusieurs fichiers déjà ouverts. Parmi eux, des photos de ma maison, de ma voiture et même une prise de l'intérieur de la maison. Puis, j'ai vu la pire de toutes, une photo de moi couché, prise depuis l'intérieur de ma maison. Apparemment capturée depuis ma chambre. La situation m'a plongé dans l'horreur. J'ai fouillé toute ma maison, mais il n'y avait personne. J'ai alors constaté que la porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qui m'a laissé perplexe quant à la manière dont ils avaient pu entrer. Je dors toujours profondément, je pense que c'est ce qui leur a permis de rentrer sans me réveiller. Les jours suivants, je vivais dans la peur, regardant fréquemment par-dessus mon épaule et scrutant la fenêtre pour voir si la voiture réapparaissait. Tout était calme jusqu'à une semaine plus tard, lorsque j'ai été réveillé en pleine nuit par un bruit provenant de ma chambre. J'ai tout d'abord cru que j'imaginais des choses. Puis je me suis assis, juste à temps pour voir le dos d'un homme traversant ma chambre. J'ai immédiatement appelé la police. Pendant que je leur parlais, j'ai entendu la personne sortir de ma maison. Je n'avais vraiment pas envie de leur courir après. La police est arrivée environ 10 minutes plus tard et je leur ai alors expliqué toute l'histoire. Je sais que j'aurais dû appeler la police dès le début, mais je me sentais stupide car tout était de ma faute. J'étais allé sur le Deep Web. Ils ont pris note de l'incident et ont promis de patrouiller dans le quartier les prochaines nuits. Depuis lors, il n'y a plus eu de problème et j'ai décidé de ne plus jamais fouiller le Deep Web. Il y a bien longtemps, au milieu des années 2000, j'étais au lycée et mon passe-temps préféré après les cours était de jouer sur mon ordinateur. Oui, je sais, je n'étais pas un athlète populaire, mais j'étais un enfant timide et les jeux étaient ma passion.
Un jour, j'ai entendu parler du Deep Web et j'ai décidé de m'y aventurer pour la première fois. Étant plutôt doué en technologie, j'ai pu comprendre comment y accéder assez facilement. J'ai visité quelques sites web qui semblaient normaux, mais plus je passais de temps, plus je découvrais des sites inhabituels, parmi les plus étranges que j'ai jamais vus. Je me souviens être tombé sur un site rempli de puzzles et de codes énigmatiques. J'ai passé près de 10 à 15 minutes à essayer de les décrypter, lorsque soudainement, mon imprimante s'est mise à imprimer quelque chose, éjectant un papier couvert de chiffres. Je n'ai pas compris comment cela avait pu se produire, mais les impressions se sont multipliées rapidement, remplissant la pièce. J'ai commencé à être horrifié, donc j'ai enlevé toutes les feuilles de l'imprimante pensant qu'elle allait s'arrêter. Elle continuait à tourner, même sans feuilles. En même temps, mon téléphone, un vieux téléphone fixe sans identification de l'appelant, s'est mis à sonner. Lorsque j'ai répondu, tout ce que j'ai entendu était une série de bips et de bruits étranges. J'ai rapidement raccroché, déconnecté l'imprimante du mur et décidé de mettre fin à ma session sur le Deep Web. Après avoir éteint mon ordinateur, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu, pensant que c'était peut-être mes parents. Cependant, les mêmes bruits étranges se sont fait entendre. J'ai de nouveau raccroché. L'imprimante faisait toujours du bruit. J'ai finalement débranché la prise de l'imprimante et continué d'ignorer les sonneries du téléphone qui continuaient de sonner. Finalement, j'ai décidé de débrancher également le téléphone. Lorsque mes parents sont rentrés du travail, j'ai rétabli la connexion du téléphone et de l'imprimante. J'espérais que les appels et les impressions ne continueraient pas. Heureusement, les appels étranges ont cessé et tout est revenu à la normale. Environ 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait un papier couvert de chiffres et de codes. Cela m'a effrayé, mais heureusement, il n'y a pas eu d'autres incidents. Je ne sais pas qui était derrière ces mystérieux appels, fax et lettres, mais j'espère que c'était simplement un pirate informatique expérimenté qui s'amusait à jouer des tours. Voyageons dans le temps jusqu'en 1998, l'année de la naissance de l'euro. À l'âge de 14 ans, j'étais assis devant l'ordinateur de mes parents, naviguant sur Internet via une connexion commutée. Mon objectif était de rechercher des informations sur la conquête du Nord par Guillaume le Conquérant. C'est à ce moment que mon ami, que nous appellerons Jack pour cette histoire, m'a envoyé un message sur IRC. Il m'a parlé d'une astuce intéressante que je pouvais essayer sur mon PC. Jack m'a donné des instructions en 3 étapes. Ouvrir le menu démarrer, accéder à l'invite de commande, puis entrée et 3, entrée 2.endyRely22.frt. J'ai suivi ces étapes à la lettre, ce qui a ouvert une fenêtre d'invite de commande avec 2 champs de texte à remplir et une ligne de commande. Dans l'un des champs, j'ai saisi mon nom, Tom Elton. La fenêtre s'est fermée brièvement, puis un fichier batch est apparu affichant « Bienvenue dans le salon de discussion Artil, utilisateur Tom Elton a rejoint ». J'ai passé les mois suivants à discuter avec mes amis sur ce salon de discussion, bien que nous ignorions qui l'avait créé ou hébergé. Étrangement, il semblait être restreint à la région d'Artil, Ohio, ce qui signifiait que je pouvais théoriquement parler à n'importe qui, bien que la plupart des utilisateurs étaient mes amis, dont Jack. Cependant, une fois, un individu prétendant travailler pour une compagnie d'assurance s'est connecté. Mais il a rapidement disparu après avoir reçu la question « Quelle est votre école ?» Pour une raison quelconque, cette rencontre en ligne secrète semblait plus attrayante que les salons de discussion classiques. Un matin d'automne, je me suis connecté pour découvrir que j'avais été promu administrateur du salon. Je n'ai jamais su qui avait fait cela, mais j'ai profité de l'occasion pour jouer des tours à mes amis en modifiant leurs messages. Cependant, mes pouvoirs d'administrateur sont rapidement devenus obsolètes et inutilisés.
Un jour, en me connectant, j'ai remarqué que la boîte aux messages anonymes destinée aux administrateurs était pleine, ce qui était inhabituel. J'ai choisi de l'ignorer, mais regrette de ne pas l'avoir vérifié car les messages étaient de la part d'un utilisateur nommé 09HD7RF. Il décrivait les abus physiques infligés par ses parents et sa séquestration à domicile. Cette personne avait découvert le salon en piratant l'ordinateur de son père et avait décidé d'en parler à tous ceux qui étaient en ligne. J'ai répondu en demandant qui elle était et que si c'était réel, elle aurait dû appeler les flics. Plus tard dans la journée, le salon de discussion a cessé de fonctionner. Je ne parvenais pas du tout à me reconnecter. J'ai reçu un message d'erreur chaque fois que je recherchais la commande sur la fonction d'exécution de mon PC. J'étais vraiment énervé par le fait que la cachette secrète de mes amis et moi était maintenant morte. 2 jours plus tard, les nouvelles locales ont rapporté le meurtre d'une fille qui avait réussi à s'échapper de chez elle par une fenêtre après avoir été abusée par son père. Sa mère avait été arrêtée, mais le père était en fuite. Dans l'ordinateur familial, la police avait découvert des documents mentionnant des enfants nommés Jack, Tom et d'autres, décrivant leurs apparences et les actes terribles que le père avait l'intention de leur infliger. À ma connaissance, cet homme n'a jamais été arrêté et court toujours. Son existence continue de me hanter et je suis convaincu qu'il n'a jamais été appréhendé.